Euh, Bonjour, vous m'entendez toujours? Oui, on vous Oui, entend oui, bien ici, hein. Très bien, très bien. Ici, mais à la salle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez à la salle? oui, très bien. D'accord. Donc, en ce moment, je pense qu'il y a un souci de partage des... Ah, je pense que c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est réglé par le technicien. Je vous remercie. Est-ce que vous voyez donc le partage? Vous arrivez à voir les diapos? Oui, effectivement. Très bien. Donc, voilà, donc déjà, je recommence par remercier les organisateurs pour cette confiance, donc établie par vos participants, par vos modérateurs ainsi que les organisateurs. Donc, c'est une expérience de nouveau pour moi. Moi, je suis docteur Asclo, cardiologue au CHU Ibn Rushd à Casablanca. Je suis praticien hospitalier. Donc, j'avais précisé, j'ai pas mal d'amis congolais, surtout à Kinshasa, qui sont passés par le service. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec plusieurs d'entre vous, d'entre confrères à vous à Kinshasa. D'ailleurs, castériseur, j'ai un ami, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, docteur Mukumbula Adolphe, qui est castériseur c'est francilien. Donc, on m'a demandé de discuter un sujet qui est assez intéressant. C'est la prise en charge du syndrome coronarien chez le patient diabétique. Il n'y a pas assez de particularités, sauf le cas des syndrome coronaire chronique, surtout en ce qui concerne le dépistage, si vous voulez, précoce de syndrome coronaire chronique ainsi que l'ischémie silencieuse, surtout. Donc, on va commencer déjà par le syndrome coronarien aigu. OK? Donc, moi, je vous le dis, il n'y a pas c'est pas une révélation, selon les dernières recommandations qui sont très claires. Excusez-moi, vous êtes toujours en train vous êtes en train de me suivre sur les diapos que je partage? Pardon? Oui, oui, Vous suivez donc, vous suivez les diapos, vous les suivez? oui. Oui, ça va. Oui, ça Ça passe va? bien. Oui, ça Ça va. passe? Oui, Très ça bien. va. Donc, alors, selon les dernières recommandations de l'ESC, donc sur le syndrome coronaire aigu, il y a surtout trois spectres. Ce qu'on appelle le STEMI, le syndrome coronaire ST+, que vous connaissez tous, l'extrême urgence. Vous avez le STEMI à haut risque et celui qui est à très haut risque. Donc, le traitement de ces trois entités, c'est une pierre angulaire qui est composée de trois piliers. Vous avez la revascularisation, vous avez le traitement antithrombotique, d'accord? Et vous avez ce qu'on appelle la prévention secondaire. Ça veut dire la prise en charge des facteurs cardiovasculaires en plus de la rétention afin d'éviter un nouvel événement ischémique ou bien une nouvelle poussée ischémique et des événements tels que MACE, l'insuffisance cardiaque, les AVC et toutes les complications qu'on connaît tous. Donc, pour la première urgence extrême, c'est le STEMI. C'est donc la stratégie de revascularisation, elle est indiscutable. La stratégie de revascularisation est en première intention. Et bien évidemment, on parle de l'angioplastie primaire, donc le plus souvent. Si le patient se présente, comme vous savez, dans un centre disposant d'une salle de catétérisme, le malade doit être acheminé au centre caté dans le plus bref délai, dans un objectif d'affranchir la lésion par le guide en moins de 60 minutes. Ça veut dire que si on dispose, enfin, on est déjà au sein du centre et qu'on reçoit ce patient qui a le syndrome coronarien ST+. Tel que, donc, si on est au centre, alors si le patient se présente dans un centre auquel vous disposez pas de salle de coronarographie, c'est soit que l'angioplastie doit être faite dans les premières 120 minutes. À ce moment, le patient est adressé soit à un centre à proximité avec objet de franchissement de la lésion en moins de 90 minutes. Eh bien, si l'angioplastie n'est pas faisable, on aura recours bien sûr à la thrombolyse. Vous pouvez m'arrêter si vous avez des questions. Alors donc, le STEMI, comme je vous ai dit, c'est une urgence extrême que vous connaissez tous. Passons maintenant donc au NSTEMI. Vous avez deux grandes entités. En fait, aux anciennes recommandations, on avait, si vous voulez, quatre entités. On avait à très haut risque, on avait le haut risque, on avait donc le risque intermédiaire
et à bas risque. Ces dernières recommandations, donc, ils se focalisent surtout sur ce qui est à haut risque et à très haut risque. À très haut risque, à haut risque, donc la différence rigide, surtout dans le délai de la prise en charge. C'est le délai d'acheminement de malades dans un centre de cathétérisme afin de leur vasculariser. Le très haut risque, c'est bien évidemment dans les 2 heures, dans les 2 premières heures, et on a à haut risque, c'est dans les 24 heures. Donc, toujours dans la recommandation, l'ESC donc, a établi quelques cas pour établi les cas pour l'acheminement de malades dans les 2 heures, ça veut dire le très haut risque. Vous avez par exemple un STMI qui se présente pour un choc cardiogénique, des troubles de rythme ventriculaire qui sont récurrentes, un OAP, si vous voulez, un OAP massif, une douleur thoracique qui est réfractaire au traitement médical. Si vous avez des complications mécaniques, bien sûr, qui peuvent vous induire un choc cardiogénique, ça, pour ce qui concerne le NSTEMI à très haut risque. Vous avez le haut risque, c'est lorsqu'on confirme, c'est le NSTEMI classique, quoi. Si vous avez un patient qui se présente avec des modifications électriques à l'ECG, telles que des antennes négatives, des antennes plates, un sus-décalage qui est transitoire, par exemple. D'ailleurs, le NSTEMI, avec un sus-décalage qui est transitoire, aux anciennes recommandations, il était classé à très haut risque. Actuellement, donc, lorsqu'ils ont donc, revérifié, si vous voulez, ces recommandations, ils l'ont classé à haut risque. Donc, comme je vous ai dit, un STMI classique avec des modifications. Docteur Asclou, Avec- s'il vous Oui, plaît, docteur. Euh, Au niveau de l'auditoire de Kinshasa, on ne vous saisit pas très bien, vous êtes très rapide, s'il vous plaît. Vous êtes assez rapide, docteur. Si vous pouvez euh, ralentir un tout petit peu, on a du mal à vous suivre parce que les gens ont eu un petit retard par rapport au partage de l'écran. Donc, prière de nous aider à ralentir un tout petit peu pour qu'on vous saisisse très bien. Merci. là, vous m'entendez? Ça va? Vous m'entendez? Oui, depuis Lubumbashi, ça va. Nous vous Oui, entendons. nous vous écoutons, docteur. Nous vous Ok. écoutons à partir de Kinshasa. Bah là, je fais de mon mieux pour ne pas y aller vite, hein. Donc, comme je vous ai dit, donc, je vais un peu reprendre le NSTEMI. Donc, j'ai parlé de NSTEMI à très haut risque et le NSTEMI à haut risque. Le NSTEMI à très haut risque, c'est la différence réside surtout sur le délai de revascularisation. Lorsqu'on parle de NSTEMI à très haut risque, c'est la revascularisation dans les 2 premières heures. Et lorsqu'on parle de NSTEMI à haut risque, c'est la revascularisation dans les 24 heures. Donc, l'ESC a classifié les cas à revasculariser dans les 2 premières heures, tels que l'instabilité hémodynamique ou le choc cardiogénique. C'est lorsqu'on a une douleur qui est réfractaire et récurrente au traitement médical, une insuffisance cardiaque à type d'OAP massif due à le syndrome coronarien aigu et les complications mécaniques. Donc, devant ces situations, il faut agir dans les 2 premières heures. Il ne faut pas dépasser 2 heures pour acheminer le patient à la salle de cathé afin de revasculariser le malade. Pour ce qu'il en est de NSTEMI à haut risque, c'est le NSTEMI que vous connaissez tous. C'est un patient qui se présente pour une douleur thoracique avec des modifications électriques à l'ECG, telles que des antennes négatives, des antennes plates, le sus-décalage transitoire, par exemple, et donc avec des troponines positifs, avec un score de Grace plus que 140. D'ailleurs, ce score de Grace a été un peu, si vous voulez, pas abandonné, mais déclassé. Actuellement, c'est à 2B, niveau de preuve B. Chose, nous, en pratique, on ne calcule plus, mais c'est surtout les 3 piliers. Vous avez la douleur associée à des modifications électriques à l'ECG, telles que j'ai dit, des antennes négatives, des antennes plates, le sous-décalage transitoire, un sous-décalage, bien évidemment, avec les troponines positifs. Donc, c'est le STMI classique. On doit agir dans les premières 24 heures. Ça va, vous me suivez? Oui, parfaitement. Parfait. Passons maintenant
au traitement. Donc là, on part toujours dans l'aigu, pas le chronique. Donc, l'aigu, c'est en première classe, le traitement que vous connaissez tous, c'est les antiagrégants plaquettaires. Vous avez l'aspirine, vous avez un diagnostic qui est établi, qui est confirmé, donc pas de révélation pour vous. On doit charger le patient par l'aspirine 300 mg et puis 75 à 100 mg en fonction du poids. Vous avez les inhibiteurs de P2Y12, tels que le clopidogrel, dose de charge de 600 mg si on joue passé primaire programmé, ça veut dire dans les plus brefs délais, ou bien 300 mg si fibrinolyse, puis 75 mg par jour. Bien sûr, le clopidogrel, il est recommandé dans deux situations. Si on ne dispose pas de prasugrel et de ticagrelor, et si on doit mettre le patient sous trithérapie, ça veut dire sous anticoagulation et l'aspirine et le PD-Y12. Donc ça, ce qu'il en est pour le clopidogrel. Nous, au Maroc, on ne disposait pas avant de prasugrel et ticagrelor, et malgré qu'on en dispose en ce moment, ces deux classes pharmaceutiques, malheureusement, ils ne sont toujours pas remboursés par les mutuelles. Donc, on a un peu tendance à prescrire le clopidogrel, c'est soit devant question de moyens par rapport au patient, ou bien question de disponibilité. Alors, ce qui est recommandé surtout, c'est le prasugrel et le ticagrelor. Le prasugrel, c'est une dose de charge de 60 mg, puis 10 mg par jour. Il est contre-indiqué en cas de thrombolyse ou en association avec un traitement anticoagulant oral. Pour le ticagrelor, c'est la même chose que le prasugrel, sauf dans les doses. On charge le patient par 180 mg et puis on donne 90 mg de comprimés par jour. Mais c'est toujours contre-indiqué en cas de thrombolyse ou bien association avec un traitement anticoagulant. Ce qu'il en est pour les inhibiteurs de GP2B3A, au fait, c'est ce qu'on appelle bon, je ne sais pas si vous en disposez au Congo, c'est la Grasta. Si on a une charge thrombotique qui est élevée, ou bien on n'a pas un bon résultat en flutimie 3 après avoir donc inflaté le ballon, ou bien mis le stent, ou bien on a une charge thrombotique qui est très très intéressante, très élevée, c'est à la demande du catétériseur qu'on met ces inhibiteurs de GP2B3A. Donc c'est une solution à diffusion intraveineuse en continu afin donc de dissoudre ou bien de diminuer la charge thrombotique. Le traitement anticoagulant. Donc, on a vu en premier lieu le traitement anti-agrégant plaquettaire. Maintenant, le traitement anticoagulant qui est systématique chez tous les malades jusqu'à revascularisation ou bien à ne pas dépasser 8 jours si on ne va pas donc trancher ou bien on ne va pas revasculariser le patient dans l'immédiat. À l'encours, si on a une FA qui est associée, bien sûr en fonction de Chast-Fasque, ou bien un thrombus intravégé, ou bien à discuter si on a un contraste spontané intravégé, ça veut dire vous avez à l'échographie, vous voyez un contraste, ça veut dire que le VG est tellement éclaté, le ventricule gauche est tellement claqué, c'est que vous avez un contraste, donc vous craignez la constitution d'un thrombus et par la suite la survenue de complications thromboemboliques. À ce moment-là, vous êtes obligé de mettre le patient sous traitement anticoagulant à long terme. Ça va, vous me suivez? Je suis pas rapide? Non, ça C'est un va. peu trop rapide, moi, je suis. Bah, là, je fais de mon mieux. Je Est-ce pense que c'est est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez mettre le plein écran, si possible? Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Là, ça va? Ah oui, ça va, merci beaucoup. Ça va? Parce que là, je pense Oui, ça va, que ça va. Oui, il y a le ça va. décalage, donc je prends tout mon temps. Alors, donc vous avez ici un schéma. Bon, je vais vous dire pas aussi simple, bien sûr. C'est au fait le schéma de la trithérapie, ce qu'on appelle la trithérapie. C'est lorsqu'on a un patient chez qui on est obligé de garder l'anticoagulation. D'accord? Donc, au fait, ça dépend du risque ischémique et le risque hémorragique. Par exemple, vous avez un patient qui se présente pour un STEMI, un syndrome coronaire ST+, qui se complique entre-temps de la CFA.
de l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, ou bien par, si vous voulez, un thrombus intravégé ou telle indication, quoi qu'il en soit, pour le traitement anticoagulant. Donc là, c'est en fonction de risque ischémique. Généralement, ce qui est recommandé, c'est de garder l'aspirine une semaine et donc de l'arrêter après une semaine et de garder le clopidogrel en association avec l'anticoagulation 6 à 1 an. 6 mois à 1 an, pardon. Et par la suite, garder la monothérapie à base d'anticoagulants directs. Si on a un risque ischémique qui est un peu élevé, on peut garder la trithérapie jusqu'à 1 mois et la bithérapie jusqu'à 1 an. Donc, je ne veux pas rentrer beaucoup dans les détails. Généralement, c'est ça. Mais en classique, c'est la trithérapie pendant une semaine. Trithérapie, ça veut dire c'est le clopidogrel, et l'aspirine et l'anticoagulation. Après une semaine, hop, on retire l'aspirine et on garde le clopidogrel et l'AOD, l'anticoagulant oral direct, 6 mois à 1 an. Alors, ici, donc, c'est l'atteinte plutôt pluriatronculaire. C'est une situation qui est assez fréquente. Lorsque vous avez donc un patient qui se présente, par exemple, pour un choc cardiogénique, c'est le cas à gauche. Donc là, donc, on doit procéder à l'angioplastie immédiate et plutôt c'est revasculariser l'artère coupable seule. Il y a des études qui ont tranché vers la revascularisation complète. Il y a d'autres études qui n'ont pas tranché vers cette voie. Ils ont préféré juste la voie coupable. Alors, pour ça, c'est le choc cardiogénique. En ce qui concerne le STEMI, le syndrome coronaire ST+, les savants, donc, ils ont opté vers une revascularisation qui est complète, sans dépasser, bien sûr, 45 jours. Traitement à long cours. Alors, vous avez les statines. C'est un traitement qui est systématique, qui est recommandé chez tous les patients ayant un syndrome coronaire aigu. D'ailleurs, c'est des patients qui sont classés à très haut risque cardiovasculaire. Donc, c'est les statines. Donc, pour objectif de baisser le LDL jusqu'à moins de 0,55 ou une baisse de plus que 50%. Donc, l'objectif de LDL chez un patient ayant eu un événement coronaire, ça veut dire un syndrome coronaire aigu, c'est moins de 0,55. Au bout de 6 semaines, si on n'atteint pas cet objectif, on peut ajouter les étimibes et puis les anti-PCSK9. Ça, c'est ce qu'il en est pour les statines. Alors, pour les bêta-bloquants, ils sont recommandés au classe 1 chez tous les patients ayant une FVG moins de 40%. Et classe 2 A chez tous les patients. Alors, pour ce qui en est des inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, les IEC et les ARA2 sont systématiques chez tous les patients diabétiques ou bien chez les patients, les IEC, chez les patients ayant une FE moins de 40%, c'est à but de remodelage. Pardon. Alors, pour les anti-minéralocorticoïdes, ça veut dire soit l'aldostérone, soit les plérinones, ils sont recommandés en classe 1 chez tous les patients avec une FVG moins de 40%. Et les IPP, actuellement, c'est recommandé chez tous les patients ayant une DAPT, ça veut dire des patients sous double anti-agrégation plaquettaire. Donc, je viens de finir le premier volet, le syndrome coronaire aigu. Entre-temps, est-ce que vous avez des questions ou bien vous voulez qu'on laisse les questions à la fin? Bon, on peut prendre les questions à la fin. À la fin? Ça, Très bien. OK. Passons maintenant au syndrome coronaire chronique. Au fait, cette nomination, ça a été établi à partir de 2019. En fait, on appelait le syndrome coronaire chronique la coronaropathie stable. Mais à ce moment-là, vu que ces patients, ils peuvent nous faire des événements aigus ou bien des complications à partir de MES, ils ont donc changé la nomenclature. C'est ce qu'on appelle actuellement le syndrome coronaire chronique. Au fait, pour détecter
ces syndromes coronaires et les prendre en charge correctement, on doit procéder à une stratégie diagnostique en 6 étapes. Donc, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'échantillonnage, ça demande surtout un très bon interrogatoire. C'est au fait, comme vous voyez ici, la première étape, il faut évaluer les symptômes et faire l'examen clinique. Il faut trancher. Est-ce que c'est un angor instable qui peut donc suivre les recommandations du syndrome coronaire aigu ou bien donc rester toujours dans le syndrome coronaire chronique? Donc, comme j'avais dit, la première étape, c'est surtout évaluer les symptômes. Elle consiste à identifier l'âge, le sexe et caractériser les symptômes et identifier les patients à risque d'angor instable ou d'autres formes de syndrome coronaire aigu. Donc, c'est la première étape, c'est surtout les symptômes. Quand je parle de symptômes, cette étape va permettre d'analyser surtout la douleur thoracique et évaluer la probabilité de son origine coronarienne ou pas. Donc, pour ceci, l'interrogatoire, il doit présenter souvent le clé diagnostic. Cette douleur thoracique, enfin, ces douleurs, ils peuvent être classées en 3 catégories. Vous avez ce qu'on appelle l'angor typique, que vous connaissez tous. Donc, c'est la douleur angineuse, donc douleur rétrosternale constrictive qui peut être irradiée vers les carotides ou bien l'épaule gauche. C'est ce qu'on appelle la douleur typique. Là, il n'y a aucun problème. Donc, qui peut soit être déclenché, si vous voulez, par un stress émotionnel ou un stress physique, par l'effort, et qui peut disparaître en moins de 5 minutes à l'arrêt de l'effort, au suite à traînerie. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'angor typique. Alors, pour ce qui concerne l'angor atypique, si vous voulez, et celui dont le diagnostic est probable, on peut l'évoquer devant deux des 3 caractéristiques précédentes. Comme j'avais dit, soit une douleur rétrosternale constrictive déclenchée par l'effort ou le stress émotionnel et qui disparaît au moins de 5 minutes. Ces 3 critères correspondent à l'angor typique. Pour ce qui en est de l'angor atypique, il faut avoir deux de ces 3 caractéristiques. Et vous avez ce qu'on appelle les douleurs donc non angineuses qui ne comportent qu'une seule ou aucune des 3 caractéristiques. Donc, c'est une étape qui est très cruciale, très importante pour identifier le type de la douleur. Cependant, chez surtout les patients diabétiques, on a ce qu'on appelle l'ischémie myocardique silencieuse qui peut être révélée par l'arythmie cardiaque ou la mort subite. Un point important, c'est la stratification des risques et la mortalité à partir de la clinique. Cette évaluation du risque se fait en fonction du terrain et la sévérité de l'angor. Le risque, il augmente en fonction de l'existence d'un diabète, d'une insuffisance rénale, d'une artériopathie ou bien d'antécédents de syndrome coronaire aigu et ou d'insuffisance cardiaque. Par contre, la sévérité de l'angor, de la douleur thoracique, est évaluée d'après la classification fonctionnelle de la Société canadienne de cardiologie qui classe l'angor en 4 stades, allant d'un angor qui est déclenché par un effort important ou intense si vous voulez, jusqu'à un angor de repos. Donc, tout ceci peut être dépisté par un interrogatoire, un bon interrogatoire, si vous voulez, un interrogatoire de commissaire ou bien d'un policier. Donc, il faut vraiment être précis, il faut être formé avec notre patient pour identifier le type de la douleur thoracique. Et à ce moment-là, on pourra procéder aux examens par clinique corrects. Donc, ça, c'est pour la première étape. Pour la deuxième étape, il est axé sur les comorbidités. C'est une étape qui est plutôt simple. Il faut identifier les patients chez qui on a espoir pour avoir un projet thérapeutique. Là, par exemple, je vous donne un exemple là. Un patient, par exemple, qui se présente pour une tumeur hépatique, ou là, je ne sais pas, une tumeur pulmonaire, avec des méta-hépatiques, avec un espoir de vie, espérance de vie moins d'1 an, là, l'envascularisation, ça sera sans intérêt. Donc, on va opter pour un traitement médical. Donc, ça, c'est un exemple, comme j'ai dit. Donc, considérer les comorbidités et la qualité de vie. Il est axé sur l'état général, la qualité de vie
et de savoir si le diagnostic de la conampathie et si surtout la revascularisation aura un intérêt pour ce patient. La troisième étape, donc, concerne la paraclinique. Excusez-moi. Hop. Donc, pour cette étape, c'est surtout la paraclinique. Quand je parle de la paraclinique, c'est le sujet de repos, c'est un bilan biologique, une radio thoracique chez les patients éligibles et bien sûr une échocardiographie au repos. Donc, c'est des examens paracliniques qu'on peut faire à minima chez tout patient qui se présente pour symptomatologie qui peut correspondre à une douleur, à une syndrome coronaire chronique. Donc, le bilan biologique, c'est un bilan qui est standard, qui n'est pas aussi compliqué. NFS pour chercher une anémie. Une anémie peut engendrer une douleur thoracique et peut donc porter confusion à un syndrome coronaire aigu et demander par la suite des troponines qui peuvent être positifs, ce qu'on appelle les faux positifs. Un dépistage de diabète, pas une glycémie à jeun, une hémoglobine glyquée, un bilan lipidique, rénal, thyroïdien, qui sont classés donc en 1A. Si on suspecte un syndrome coronaire aigu, des mesures répétées de troponine intrasensible, H0, H1, H3, c'est fortement recommandé. Alors pour le CG, bien sûr, qui est systématique, 12 dérivations jusqu'à 18. Ça, c'est pas toujours une révélation. L'échographie, qui est recommandée en classe 1, c'est pour, d'une part, évaluer le FEVG, chercher une anomalie de cinétique segmentaire, et d'autre part, chercher les causes des douleurs thoraciques, telles que l'épanchement péricardique, une embolie pulmonaire ou une dissection aortique. Et enfin, l'arrêt thorax, la radio standard, qu'on ne va jamais abandonner, donc qui est toujours recommandé chez tout patient ayant une présentation atypique de la douleur. C'est pour écarter un diagnostic différentiel, tel que par exemple une pneumonie atypique. Donc, toujours dans l'étape 3, ces recommandations qui sont juste là pour confirmer ce que je viens de dire. Alors, passons maintenant à l'étape la plus intéressante, l'étape qui peut trancher vers ce qu'on appelle les tests d'ischémie non invasifs. Donc, cette étape-là, elle constitue à évaluer surtout la probabilité pré-test. Ça veut dire la probabilité que ce test va nous confirmer ou bien éliminer ce diagnostic. Donc, il faut bien choisir le meilleur examen par clinique ou si vous voulez, le meilleur examen non invasif afin d'avoir un diagnostic correct. Donc, vous avez ce qu'on appelle le premier pré-test ou bien la probabilité clinique de coronaropathie. Donc, ici, on a une estimation de la probabilité pré-test qui se fait en fonction de l'âge, du sexe et type de la douleur thoracique. Et ensuite, vient la dyspnée qui a été aussi inclue. Au fait, c'est ce qui constitue une des nouveautés des recommandations qui ont marquées en 2019. Les zones en gris désignent les groupes avec une probabilité pré-test moins de 5%. Donc, cette population, ce groupe, généralement on va trouver une cause qui est extracardiaque qui doit être évoquée. Donc, la probabilité clinique ici est très faible pour avoir une coronarpathie. Le zone en vert foncé, ça désigne les groupes chez qui le test d'ischémie non invasif est le plus bénéfique. C'est lorsqu'on a ce qu'on appelle la probabilité post-test, pré-test, plus que 15%. Et donc, la probabilité qui est élevée. Et les régions en vert clair désignent la probabilité pré-test en 5 et 15%. Donc, ce groupe-là, les tests diagnostiques peuvent être envisagés après évaluation de la probabilité clinique globale en fonction de modificateurs. On a ce qu'on appelle des modificateurs. Donc, c'est des éléments qui peuvent modifier, qui peuvent soit éliminer. Ça veut dire, donc, trancher vers le premier groupe, moins 5%, et évoquer
plutôt une cause extracardiaque, ou bien augmenter la probabilité pré-test plus que 15%, et plutôt donc partir vers un examen non invasif. Donc ces modificateurs comprennent, généralement ils comprennent les facteurs de risque cardiovasculaires, les modifications de l'ECG, la dysfonction VG à l'ETT, épreuve d'effort anormale et la présence de calcification coronaire au Coroscan. Donc, pour résumer tout ça, le rôle d'estimer la probabilité pré-test est d'orienter le clinicien vers un choix d'examen paraclinique pour rechercher la coronaropathie. Ça va, vous me suivez? Oui, on vous suit. Ça va, je suis plus rapide? Très, très bien. Ça va. Ça va? Tout va bien. Continue? Tout va Très bien, bien, oui. très bien. Passons maintenant à la cinquième étape. L'intérêt de cette étape concerne surtout le choix des examens complémentaires. Après avoir établi la probabilité pré-test, donc là, on doit choisir l'examen non invasif, je dis bien non invasif, un examen de piste d'ischémie myocardique non invasif. Donc, c'est en fonction de la probabilité pré-test, bien sûr, qu'on vient donc d'en parler. Alors, pour le test d'ischémie non invasif, vous avez l'épreuve d'effort, vous avez l'échocardiographie d'effort, soit l'effort physique ou bien pharmacologique. Nous, au Maroc, généralement, on dispose de la dopamine seule. Généralement, on l'évite, puisque ça fait souffrir le patient, franchement, pratiquement parlant. Ça induit une douleur, surtout des spasmes, ça induit donc des troubles de rythme, et parfois ça va nous mener à 1 heure pour avoir, donc, pour atteindre la FMT par la dopamine. Donc, généralement, on opte à une échocardiographie d'effort physique plutôt que pharmacologique. Donc, on a dit l'épreuve d'effort, l'échocardiographie d'effort, soit physique, soit pharmacologique. On a la scintigraphie de stress, où on a aussi l'IRM de stress. Donc, tout ça, on va le classer donc, dans le test ischémie non invasif. Donc, le choix des examens, comme j'ai dit, dépend surtout de la probabilité clinique des maladies coronaires, des caractéristiques du patient, ainsi que des préférences du patient et disponibilité et les expertises locales. Par exemple, moi, personnellement, je n'ai pas d'expertise dans l'IR de stress, donc je vais choisir l'échographie d'effort. Dans mon centre auquel je travaille, donc c'est soit l'épreuve d'effort, soit l'échographie d'effort. Si vous disposez bien sûr d'un centre où vous avez une scintille de stress, où vous êtes disponible, une IR de stress disponible, donc vous allez y opter sans doute. Alors, toujours donc dans la cinquième étape, et donc pour rester simple, si probabilité clinique élevée, par exemple, élevée, donc on n'a pas de doute. Vous avez des symptômes qui sont réfractaires au traitement médical ou survenant en moindre effort, ou bien une dysfonction VG avec risque élevé d'événement. Là, on va opter pour la coronarographie avec FFR si c'est possible. Si on a donc une probabilité clinique élevée, mais il n'y a pas de caractéristiques qu'on veut de citer, ça veut dire les symptômes réfractaires au traitement médical, au moindre effort, une dysfonction VG ou bien un risque d'événement cardiovasculaire, là, on va opter pour un test d'ischémie non invasif, tel que j'ai dit. Par contre, si on a une probabilité clinique qui est faible, là, on va opter plutôt pour un coroscanner. Passons maintenant à l'étape 6. C'est choisir une procédure thérapeutique adéquate du syndrome coronaire chronique qui va subdiviser en 3 volets d'importance égale. Alors, l'ESC a été clair. Ses recommandations, c'est en fonction du mode de vie, en insistant
sur la correction, surtout, des facteurs cardiovasculaires, le sevrage tabagique, le régime alimentaire adéquat, activité physique régulière, tout en soulignant l'importance des prises en charge psychologiques et la vaccination antigrippale. Pour ce qu'il en est du traitement pharmacologique, donc le traitement médical optimal qui a vu le jour en 2007 a pour objectif, enfin, a deux principaux objectifs. C'est l'amélioration de la survie par le traitement antithrombotique, les statines et les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Qu'en est-il pour le deuxième objectif? C'est surtout l'amélioration de la qualité de vie. C'est surtout les symptomatologies. Le top bloquant qui est pour objectif, donc, c'est de réduire les symptômes à type de la thoracique, les inhibiteurs calciques, dervinitrate, livabradine, nicorandil, ranolazine, trimethazidine. Ils ont un seul objectif, c'est l'amélioration de la qualité de vie, c'est donc la régression de la dyspnée, donc c'est un traitement anti-ischémique. Toujours dans le traitement pharmacologique, le traitement de première intention est indiqué avec un bêta-bloquant ou inhibiteur calcique bradycardisant afin de contrôler la fréquence cardiaque et les symptômes. Si les symptômes de l'angor ne sont pas contrôlés avec un bêta-bloquant ou inhibiteur calcique, la combinaison de ces deux derniers elle est fortement envisagée. Les dérivés nitriques que je vais citer tout à l'heure, ils peuvent toujours être considérés comme option thérapeutique de deuxième intention lorsque le traitement initial est contre-indiqué ou mal toléré. Pour les trois derniers traitements que je vais citer, nicorandil, trimethazidine et laronolazine, ils peuvent être envisagés comme traitement de deuxième intention afin d'améliorer la tolérance à l'exercice chez les sujets qui ne tolèrent pas ou bien qui ont de contre-indications dont les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés par les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques et dervinitrate. Et en dernier, on a un défi. Par exemple, chez des patients qui ont une fréquence cardiaque qui est spontanément basse. C'est des patients spontanément bradycardes. Donc, chez ces patients, on aura du mal à introduire les bêta-bloquants, bien sûr. Là, c'est l'indication de la ranolazine et trimethazidine qui peut être considérée comme traitement de première intention. C'est pour baisser ou bien donc traiter l'angor. Donc, toujours de traitement pharmacologique, le traitement antithrombotique en cas chez les patients au rythme sinusal. Vous avez toujours l'aspirine qui est recommandée. Vous avez le clopidogrel qui peut être recommandé comme alternative chez les patients qui ne tolèrent pas l'aspirine ou bien qui ont une allergie à l'aspirine. Le traitement antithrombotique après angioplastie chez les patients ayant un syndrome coronaire chronique au rythme sinusal, il est recommandé après implantation de stent à base d'aspirine et de clopidogrel. Donc, c'est le même traitement. Enfin, il n'y a pas de différence entre l'aigu et le chronique, surtout à long terme. Et surtout aussi, donc, en aigu, enfin, si on veut revasculariser, on doit charger le patient en 600 mg et par la suite passer à 75 mg par jour. Alors, le traitement antithrombotique en cas d'ACFA, en cas de fibrillation auriculaire. Si vous vous rappelez, j'avais parlé de trithérapie dans l'aigu. Donc, c'est le cas aussi dans le chronique. Le traitement antithrombotique chez ces patients, lorsqu'une anticoagulation orale est initiée, chez un patient en EFA, éligible à un AOD, celui-ci est préférentiellement aux AVK. Je ne sais pas, chez vous, est-ce que vous avez tendance à prescrire les AOD? Pardon? Bonjour? Oui, bon, nous, à Lubumbashi, c'est de plus en plus, hein, et chez moi, ici à l'hôpital, nous utilisons plus l'Elixiana. L'Elixiana, c'est ce que nous utilisons le plus, les AOD, d'autant plus que ça n'exige pas trop des contrôles de l'INR Oui, très bien. contre Très le bien. contrôle avec.
Justement, très bien. Donc, chez nous aussi, ça fait plus que 4 ans, moi. Donc, l'AVK a été retiré de chez ces patients, bien sûr, sauf les patients ayant prothèse valvulaire mécanique. Mais généralement, chez les patients ayant une FA non valvulaire, donc, on a tendance à prescrire toutes les classes, soit le dabigatran, soit la pixaban, soit le rivaroxaban. Donc, ça nous évite des complications hémorragiques fatales telles que les hémorragies cérébrales ou digestives. Donc, et les recommandations, ils le confirment. Donc, les AOD, ils sont préférés aux AVK. Une anticoagulation orale directe à long cours est recommandée chez tous les patients en FA avec un CHAS-FASC plus ou égal à 2. Donc, et la femme plus ou égal à 3. Le traitement antithrombotique chez les patients en FA ou ayant une indication à l'anticoagulation après angioplastie, il est recommandé d'administrer l'aspirine, clopidogrel en périprocédural aux patients en cas d'implantation de stent coronaire. Et bien sûr, pour la DB4 ans, c'est 150 mg x 2, sauf bien sûr insuffisance rénale et question d'âge. La Pixaban 5 x 2 et le Rivaroxaban 20 mg à comprimé par jour. Alors, après évaluation, après revascularisation, la durée de l'ADAPT qui est recommandée, généralement, c'est 6 mois. C'est une plaie 1 an. En cas de risque hémorragique très élevé, cette durée peut être réduite 3 à 1 mois selon la balance bénéfice-risque de chaque patient. En cas de risque ischémique important, on peut prolonger la durée de l'ADAPT au-delà en tenant en compte du risque hémorragique des patients. Alors, pour le ticagrelor et le prasugrel, ils peuvent être envisagés en cas de situation à risque ischémique élevé, en cas de mauvais déploiement de stent, d'une angioplastie tronculaire ou bien d'un trompe coronaire complexe. Alors, je suis obligé de mettre quelques études pour appuyer ces recommandations. Donc, ici, c'est une étude multicentrique internationale publiée en 2017 dans 602 centres sur 33 pays, contrôlée en double aveugle, qui a randomisé à peu près donc, 27 395 patients en 3 bras. Le rivaroxaban 2,5 mg x 2 plus l'aspirine, c'est le premier groupe. Le rivaroxaban 5 mg x 2 plus placebo en une prise. Et l'aspirine 100 mg plus placebo en 2 prises. Donc, sur les courbes, on voit que le taux de décès d'origine cardiovasculaire, IDM, AVC est plus faible dans le groupe rivaroxaban plus aspirine. Cependant, ce bénéfice a été obtenu au détriment d'une augmentation des accidents hémorragiques de 3% chez les patients de ce groupe. Pour le traitement, toujours traitement pharmacologique, maintenant on va passer aux statines. C'est la même chose que ça qu'on est aigu. D'accord? Donc, on doit atteindre un objectif de moins de 0,55 le LDL. Si on n'arrive pas à y aboutir après 6 semaines, ou bien diminuer jusqu'à 50%, on doit associer les statines à la zitimib, ou bien on combine avec le PCSK9. Moi, personnellement, vu que je suis dans un pays ayant une gastronomie qui est assez particulière, mes patients ont du mal à avoir ce seuil après 6 semaines. J'associe d'emblée une statine à type de rosuvastatine 10 mg ou bien 20 mg avec les itimib. Et pour le moment, j'ai de bons résultats. Mais si je commence un traitement à base de statine seule, franchement, j'étais toujours déçu. J'ai toujours eu des taux de LDL effroyants. Donc, moi, personnellement, je commence statine plus ezetimibe, statine à 10 mg, type de rosuvastatine 10 à 20, plus les ezetimibe. Pour les IEC, ils sont toujours recommandés si le patient a d'autres conditions, par exemple l'insuffisance cardiaque, l'HTA, diabète. Les IEC doivent être considérés chez les patients avec un syndrome coronaire chronique à très haut risque d'événement. Alors, pour les EPP, ils sont toujours recommandés chez les patients recevant soit l'aspirine en monothérapie, ou bien la double antiagression plaquettaire, ou bien l'anticoagulation orale directe. Alors, après le changement de mode de vie et le traitement pharmacologique, on arrive à la revascularisation. Donc, la visée de la revascularisation, c'est surtout à visée pronostique.
D'accord? Donc, pour les symptômes, c'est toujours dans l'aigu. Et le flux chronique, c'est surtout le pronostic. C'est pour ne pas avoir des complications cardiovasculaires, des événements ischémiques, des événements thromboemboliques. D'accord? Donc, vu ce pronostic, on vascularise lorsqu'on a une sténose du tronc commun plus que 50%, tronc commun gauche. Si on a une IVA, plus que 50%, IVA proximale. Et une maladie bi-triangulaire composant des sténoses, plus que 50%, avec une fonction VG altérée, moins de 35%. Eh bien, une zone d'ischémie qui est large, puisque 10% au niveau du VG, détecté soit par un test fonctionnel, soit par la FFR invasive. Si on a une seule artère qui est perméable avec une sténose de plus que 50%, on doit la revasculariser aussi. Donc ça, c'est pour la visée pronostique. Sinon, pour la visée symptomatique, si on a une sténose coronaire hémodynamiquement significative, en présence d'une angine de poitrine limitante ou d'un équivalent d'angine de poitrine limitant avec une réponse insuffisante à un traitement médical. Ça veut dire, on a fait une coronographie, on a trouvé plus ou moins une sténose significative, par exemple à 70%. Les recommandations tâche à nous dire on ne doit pas revasculariser en immédiat. On doit soit réaliser un test d'ischémie non invasif, les tests que je vais que j'ai cités ultérieurement, ou bien la FFR en invasif. Ça veut dire donc on calcule la pression. Si on a des données positives qui tranchent vers une sténose qui est significative hémodynamiquement, là on doit revasculariser. Donc toujours dans la revascularisation, puis en 2019, on a eu cet algorithme de revascularisation. Devant un patient coronarien stable, si le patient a une douleur ou un test d'ischémie positif, ça veut dire s'il est monotronculaire, on peut dilater. Si le patient est pliotronculaire, on doit faire la FFR. Lorsque le malade atterrit à salle de cathé avec douleur thoracique, sans documentation, dans ce cas, on dilate 6 degrés de sténose supérieur à 90%. Ou bien si la FFR inférieure à 0,8, ou bien l'IFR inférieur à 0,89. Si on n'a pas de douleur, et si pas de documentation d'ischémie, ça rejoint le cas précédent. Donc toujours, pour renforcer ces recommandations, là je vous projette une étude qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite beaucoup d'attention. C'est l'étude Ischemia. C'est la fameuse étude qui a été publiée en 2020 qui a comparé la stratégie invasive versus traitement médical. Et a duré 6 ans initialement. Ils ont recruté 8000 patients. Et puis après randomisation, ils ont fait l'étude sur ces 5000 patients. Donc ils ont inclus les patients avec une ischémie modérée à sévère par l'imagerie. Et ont été exclus de cette étude les patients à très haut risque ischémique, notamment les patients avec un syndrome coronaire aigu récent, avec atteinte du tronc commun de plus que 50%, ou bien dysfonction VGR, ou ongo-résistant au traitement médical. Donc, la stratégie invasive ferait la même chose que le traitement médical en ce qui concerne le décès de causes confondues. Donc, bien sûr, en excluant la dysfonction VG, la sténose du tronc commun gauche, plus que 50%, et un traitement un ongo-résistant au traitement médical optimal. Donc, si on analyse la courbe d'IDM, on trouve qu'avant 2 ans, les patients avec stratégie invasive ont fait plus d'IDM par rapport au groupe traitement médical. Donc, cette étude a fait beaucoup de bruit. C'est là où on avait remis en question la revascularisation chez ces patients. Alors, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, toujours dans l'étude ischémia, la stratégie, comme j'avais dit, cette étude, donc, elle a prouvé, selon bien sûr cette étude, hein, ok, moi je ne suis pas d'accord, que le traitement médical a été supérieur à la revascularisation tout en excluant les 3 cas précédents.
Alors, ici, il s'agit d'une méta-analyse qui est récente, publiée en mai 2021, randomisant 25 essais thérapeutiques portant sur la revascularisation des syndromes coronaires chroniques et 19 000 patients pour étudier la mortalité et la survenue d'IDM spontanés. Et elle a montré une réduction significative et constante de la mortalité cardiaque en faveur d'une revascularisation coronaire élective associée à un traitement médical par rapport à un traitement médical seul. Donc, c'est tout à fait le contraire de l'étude ischémique. Bien sûr, auquel moi je rejoins, personnellement. Et donc, la question qui va se poser, faut-il procéder à une angioplastie ou à un pontage pour nos patients? Pour cela, il faut évaluer et le risque chirurgical et la complexité de la coronaropathie. Pour l'évaluation du risque chirurgical, il est recommandé de calculer un score, ce qu'on appelle le STS, Society of Thoracic Surgery. Au fait, ce score il est important pour évaluer surtout la mortalité hospitalière après chirurgie de pontage à 30 jours. Ça, c'est le premier score. Et le deuxième score, c'est l'Euroscore qui peut être envisagé pour évaluer la mortalité hospitalière après chirurgie de pontage. Donc, pour évaluer la complexité de la coronopathie, chez les patients ayant eu une atteinte du tronc commun gauche ou une atteinte pleurotronculaire, il est recommandé de calculer le score de syntaxe afin d'évaluer le risque de complexité anatomique, bien sûr, de la coronopathie et le risque à long terme de décès et de mobilité après chirurgie. Donc, le choix entre chirurgie et angioplastie coronaire chez ces patients dépend de l'état, déjà de 1, et des comorbidités, notamment le diabète et sa FFVG, et le score de syntaxe et l'anatomie clinique coronaire. Passons maintenant aux particularités des patients diabétiques. Déjà, ces traitements antidiabétiques, c'est là où réside la différence. Pour les patients diabétiques, on a l'empagliflozine et le dapagliflozine. Je ne sais pas si vous avez tendance à les prescrire au Congo. En fait, ils ont un rôle important dans la réduction de la morbimortalité des syndromes coronaires aigus et l'insuffisance cardiaque, quelle que soit la FVG. On a aussi les analogues GLP-1 qui ont une importante réduction des MACE ou récidive d'IDM ou AVC ischémique et la mortalité, toutes causes confondues. En plus de leur effet cardiovasculaire protecteur, ces molécules permettent d'atteindre plus facilement l'équilibre glycémique chez ces patients diabétiques. Et lorsqu'on reçoit des patients diabétiques qui n'ont pas été connus ayant une maladie cardiaque, bien sûr, c'est des patients qui sont sous ADO, on va les switcher systématiquement vers l'insuline au cours de l'hospitalisation pour éviter l'acidose métabolique. Donc, pour le dépistage du diabète, il est systématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des acidoses qui sont très fréquentes sur les IDM. Par exemple, avec nos confrères endocrinologues, lorsqu'ils reçoivent un patient en stade diabétique, la première cause qu'ils doivent éliminer, c'est un syndrome coronaire aigu. Bien tendance, on sait que les patients diabétiques, ils ont soit une symptomatologie qui est silencieuse ou bien atypique. Donc, chez tout patient ayant un déséquilibre glycémique ou une acidose diabétique, il faut exclure en premier lieu un événement coronarien ou un syndrome coronaire aigu. Attention aux hyperglycémies qui peuvent être induites par sécrétion de catécholamines suite à l'état de stress physique. Donc, le dépistage chez nos patients ayant un syndrome coronaire aigu est systématique. On doit corriger toute hyperglycémie. On doit avoir un seuil, comme vous savez, entre 0,9 et 2 grammes maximum chez tout patient coronarien et il faut éviter l'hypoglycémie. Je vous remercie pour votre attention.
Vous m'entendez? Bonjour. On vous entend, professeur. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Vous avez des questions? Deux ou trois questions parce que là, je suis un peu en retard pour ma constellation. Pas de questions? Tout est clair? Allô?